Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité. Un accord a été trouvé entre la Russie et les États-Unis concernant un cessez-le-feu en Syrie. Les deux parties parlent d'une véritable occasion à saisir. Le Premier ministre britannique David Cameron présente au Parlement ses propositions de réforme pour rester au sein de l'UE. Aux États-Unis, des dizaines de milliers de personnes manifestent dans tout le pays contre la condamnation de l'ex-officier de la police de New York, Peter Liang. La police ougandaise a arrêté le leader de l'opposition, Kizza Besigye, accusé d'avoir commis des manifestations violentes dans la capitale. Enfin, c'est le premier jour de cotation des marchés en Chine, sous la supervision du nouveau chef de l'autorité de régulation boursière, Liu Shen. À la une de l'actualité, un accord a été atteint par la Russie et les États-Unis concernant un cessez-le-feu en Syrie. Lundi, le président américain Barack Obama a appelé à sa demande son homologue russe Vladimir Poutine. Les détails de l'accord ne sont pas connus, mais une annonce faite précédemment suggère que la cessation des hostilités, à l'exception du groupe État islamique et du front Al-Nusra, entrerait en vigueur samedi. Le président russe Vladimir Poutine a par la suite déclaré à la télévision que l'accord entre la Russie et les États-Unis sur un cessez-le-feu en Syrie était un pas en avant vers la fin du bain de sang et qu'il pourrait devenir un exemple d'action contre le terrorisme. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a déclaré qu'il allait être difficile à mettre en place, mais qu'il avait été conclu alors qu'une opportunité s'était présentée et que les États-Unis allaient tenter de capitaliser là-dessus. Au Moyen-Orient, le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité des attentats qui ont ciblé 2 villes en Syrie et fait plus de 140 morts. Une série d'explosions a frappé la capitale syrienne Damas et la ville de Homs, faisant au moins 140 victimes. À Damas, les bombes ont explosé près des écoles au moment de la période d'affluence du district de Saïda al-Zinab. L'agence de presse syrienne Sana a indiqué qu'au moins 80 personnes ont été tuées et 170 autres blessées. Le quartier abrite l'un des lieux sacrés de l'islam chiite, gardé par le Hezbollah libanais et par d'autres miliciens chiites. Un habitant raconte l'explosion. Je dormais chez moi, en haut, quand j'ai entendu la première explosion. Elle s'est produite juste ici. Environ 5 minutes plus tard, alors que j'appelais l'ambulance, une deuxième bombe a explosé. Un homme a fait exploser la bombe qui se trouvait sur lui. Encore 5 à 7 minutes plus tard, un deuxième homme s'est fait exploser. J'étais ici à le regarder. En Europe, le Premier ministre britannique David Cameron a présenté au Parlement ses propositions de réforme concernant l'UE, espérant remporter un soutien dans sa campagne pour demeurer au sein du bloc. Je vous présente une série de propositions de réforme dans 4 domaines. Et nous espérons que les membres de l'UE vont les accepter et procéder à ces réformes concrètes dans ces 4 domaines. L'emploi et les affaires dépendent de nos bonnes relations avec l'Europe. Nous voulons une protection de l'économie, une sauvegarde de la livre, la promotion de l'industrie artistique et financière, la protection des contribuables britanniques contre le flux migratoire en Europe et l'assurance que nous aurons notre mot à dire dans la régulation du marché unique, tout en restant en dehors de la zone euro. David Cameron s'est exprimé devant les députés sur 4 sujets dont l'emploi et les affaires. La réforme de l'UE doit aussi donner au Royaume-Uni un statut spécial au sein du bloc. Il y aura de nouvelles restrictions concernant l'accès au système social britannique pour les migrants venus de l'Union européenne. Et la Grande-Bretagne ne pourra jamais être forcée à rejoindre l'euro. Mais le Premier ministre fait face aux critiques de plusieurs politiciens, dont le maire de Londres, Boris Johnson, qui se fait l'avocat du Brexit. M. Johnson dit que le plan du Premier ministre ne change pas fondamentalement la relation du pays avec l'Europe. M. Cameron s'est assuré le soutien de la majorité de son cabinet, mais 6 ministres disent soutenir un départ. La livre sterling a fortement chuté face aux autres grandes monnaies lundi. La question du maintien du Royaume au sein de l'UE sera tranchée par référendum le 23 juin.
Le référendum à venir au Royaume-Uni sur la sortie de l'Union européenne est un pari risqué. Il suffit de regarder le cours de la livre sterling pour avoir une idée des risques encourus par ce référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. La livre a en effet plongé contre le dollar. Au siège d'Europol à La Haye, l'éventualité d'un départ du Royaume-Uni de l'Union européenne est considérée comme un risque. Si vous enlevez ça, alors ça va rendre la protection des citoyens contre le terrorisme par le Royaume-Uni plus difficile. Cela va amener plus de protection sociale. Et au Parlement britannique, les sceptiques ont appelé le Premier ministre à justifier l'accord passé la semaine dernière avec Bruxelles. Monsieur le Président, il s'agit d'une décision vitale pour l'avenir de notre pays et je pense qu'il nous faut être clair sur le fait que c'est une décision finale. Cameron sait que nombre de membres du Parlement, environ la moitié des parlementaires de son parti selon les estimations, sont farouchement opposés à l'Union européenne. Et cette antipathie se retrouve dans les rues de la capitale britannique. Je pense simplement que l'on serait mieux tout seul. Pas encore, c'est pas difficile et très rapide. Pourquoi? Car je pense qu'il y a beaucoup d'avantages et que nous sommes maintenant dans une société mondialisée et que nous sommes mieux ensemble que seuls. À Bruxelles, la Commission européenne a indiqué qu'il n'existait pas de plan B au rejet britannique du statut de membre spécial. Un statut qui lui a été accordé en prévision du référendum de juin et qui accentue la pression sur le Premier ministre David Cameron. International toujours, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi sera aux États-Unis entre ce mardi et jeudi. Il rencontrera son homologue américain John Kerry. Les deux hommes évoqueront les relations bilatérales ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun. La porte-parole de la diplomatie chinoise Hua Chunying a déclaré que les tensions en péninsule coréenne seraient également à l'ordre du jour. Récemment, la Chine et les États-Unis ont maintenu une communication et une coordination rapprochées sur la question nucléaire dans la péninsule coréenne. Nous pensons que Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, continuera à permettre de profonds échanges d'idées avec les États-Unis au cours de sa visite. Je veux réitérer que la position chinoise sur la question nucléaire en péninsule coréenne est très claire. La Chine est fermement engagée à promouvoir une péninsule coréenne sans armement nucléaire, mais aussi la paix et la stabilité à long terme de la péninsule. Nous sommes engagés à résoudre les problèmes par le dialogue et les négociations. À la suite du récent essai nucléaire et du lancement de satellites par la RBDC, la Chine soutient l'adoption d'une résolution nouvelle et efficace de l'ONU sur la RBDC. Nous appelons également les parties concernées à éviter toute action qui pourrait envenimer la situation. Il nous faut travailler ensemble pour remettre la question du nucléaire sur la voie du dialogue et des négociations, pour discuter de la possibilité de permettre de façon simultanée la dénucléarisation de la péninsule coréenne et le processus de transformation. L'objectif étant d'obtenir la paix et la stabilité à long terme de la péninsule coréenne. Aux États-Unis, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays contre la condamnation de l'ex-officier de la police de New York, Peter Liang. Les grandes villes comme New York, Washington et Los Angeles ont été le théâtre d'importantes manifestations de la communauté chinoise. Peter Liang a été reconnu coupable d'homicide volontaire. Il encourt jusqu'à 15 ans de prison pour avoir blessé mortellement par arme à feu un homme noir à Kai Gurley dans l'obscurité d'une cage d'escalier. Lors de son témoignage, l'ex-officier de la police de New York a déclaré qu'il avait été surpris par un bruit et qu'il avait fait feu par erreur. La balle a ricoché sur le mur avant de toucher la victime qui se trouvait à un étage inférieur. Pour les manifestants, le policier est un bouc émissaire alors qu'une forte pression est aujourd'hui exercée pour faire juger les officiers de police impliqués dans les homicides d'hommes noirs non armés. J'estime que le verdict est injuste. Il n'avait pas l'intention de tuer cet homme. C'était un accident et la peine est bien plus sévère que ce qu'il mérite. Je suis ici aujourd'hui parce qu'il s'agit d'égalité en matière de protection de notre population, indépendamment de la race, du sexe ou de l'origine. Il ne devrait pas y avoir deux critères.
un pour une catégorie de personnes et un autre pour une seconde catégorie. En Bolivie, un premier décompte des voix indique que le président Evo Morales pourrait perdre le référendum lui permettant de briguer un 4e mandat. Evo Morales, 56 ans, gouverne la nation depuis une décennie. Il a tenté de modifier la constitution pour pouvoir solliciter sa réélection en 2019. Mais les premiers résultats font apparaître que la majorité des électeurs a dit non. Les sondages au sortir des urnes indiquent aussi qu'il perdrait par une faible marge. Les résultats complets sont attendus un peu plus tard dans la journée. Evo Morales est le premier président bolivien indigène. Il a à son crédit d'avoir réduit considérablement la pauvreté, mais les critiques vont croissant quant à la corruption de son administration. En Afrique, la police ougandaise détenait encore le chef de l'opposition, Kizza Besigye, quelques heures après l'avoir interpellé chez lui. La police estime que le docteur Besigye a planifié les manifestations violentes dans la capitale du pays, Kampala. Le docteur Kizza Besigye, que l'on voit ici, est emmené vers une camionnette. Il a été arrêté alors qu'il tentait de quitter son logement. Il était assigné à résidence depuis les 4 derniers jours. Nous avons eu des renseignements fiables que le docteur Kizza Besigye et d'autres groupes de personnes se mobilisent pour causer la confusion, des violences, des dégâts et mettre les activités de la ville à l'arrêt. Les partisans du docteur Besigye disent qu'il a organisé une marche pacifique pour que la commission électorale indépendante d'Ouganda donne des preuves du résultat des élections du 18 février. Le président ougandais Yoweri Museveni a gagné les élections pour prolonger son règne de 30 ans, mais pour Besigye, les résultats ont été truqués. Le colonel Kizza Besigye a demandé à avoir une feuille de décompte, car quand vous faites un décompte des résultats, vous ne montrez pas seulement le total, vous montrez d'où viennent ces résultats. La vérité, c'est que la commission électorale a annoncé Museveni sur la base de résultats fournis par lui-même. La sécurité est renforcée dans la capitale ougandaise, assurée par la police et l'armée. Des barrages routiers ont été placés le long des grands axes routiers pour contrôler les véhicules. En Afrique, toujours, l'Égypte se prépare à punir tout policier reconnu coupable d'abus. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a demandé à son ministère de l'Intérieur de durcir les sanctions à l'encontre de ces policiers. La proposition de loi sera présentée au Parlement. L'annonce intervient alors que des manifestants se sont rassemblés au Caire après qu'un homme a été abattu par la police. Il existe 2 types de policiers en Égypte, ceux qui sont diplômés de l'académie de police et les cadets. Les cadets ne sont pas rigoureusement formés et se heurtent régulièrement à la population. Ces confrontations avec la population ont provoqué la colère des Égyptiens. Par exemple, des médecins ont organisé une manifestation nationale pour dénoncer la brutalité policière. Jeudi dernier, une centaine de manifestants se sont réunis après qu'un cadet de la police a abattu un homme. Les cadets de la police ont été exemptés de comparution devant un tribunal militaire. Le tribunal militaire fut remplacé par des cours martiales disciplinaires qui ont eu un impact important sur le comportement de certains cadets de la police après la révolution de janvier. Il existe toujours des punitions qui pourraient les suspendre de leurs fonctions. Le président Abdel Fattah al-Sisi a répondu aux exigences populaires. Il a demandé au ministère de l'Intérieur de modifier une loi pour durcir les sanctions à l'encontre des policiers dans un délai de 15 jours. Il y a près de 6 bureaux officiels au ministère qui surveillent et punissent les policiers. Et cela inclut le bureau de la sécurité nationale, le bureau de la gestion de la police pour chaque gouvernorat, ainsi que la direction générale de la sécurité. Beaucoup disent que le ministère de l'Intérieur doit faire davantage pour s'assurer que la police soit tenue responsable de ses actions. Nous passons maintenant aux actualités chinoises. Le Conseil des affaires d'État chinois a publié de nouvelles opinions de gestion dimanche sur des mesures visant à renforcer le planning urbain. C'est le premier document visant à l'amélioration du développement des villes depuis la conférence centrale de travail urbain en décembre l'an dernier. Le document souligne l'importance du développement vert. La conservation de l'énergie est de plus en plus importante. Il y a de nouvelles suggestions concernant le retour de l'environnement et l'amélioration du planning du réseau routier. Les opinions spécifient aussi les moyens de mieux préserver la qualité de l'eau et de l'air, ce qui est important pour le développement urbain.
Les opinions de gestion font partie des réalisations de la conférence centrale de travail urbain qui donne le ton pour le développement futur. La conférence s'est réunie 37 ans plus tard pour faire face à des défis grandissants concernant le développement urbain. Les opinions de gestion soulignent la durabilité pour le développement urbain avec des suggestions regardant la conservation de l'eau, le développement d'infrastructures et la protection de l'écosystème. Le document insiste aussi sur l'importance qu'il y a à maintenir la continuité dans le développement urbain. La Chine approfondit la réforme structurelle pour stimuler son économie. Le ministère du Territoire et des Ressources a déclaré qu'il allait contrôler l'allocation de terrain au secteur du charbon et de la sidérurgie, afin de réduire la surcapacité et de réduire ses stocks. Le ministère chinois du Territoire et des Ressources a dit que la clé des réformes structurelles est de réduire les surcapacités et que la tâche la plus urgente est de faire du ménage parmi les compagnies zombies, ces entreprises extrêmement inefficaces et non rentables qui fonctionnent grâce à l'aide du gouvernement. Le Conseil des affaires d'État a demandé que dans les 3 prochaines années, le ministère n'approuve ni ne traite de nouveaux projets charbonniers et sidérurgiques. L'allocation de terrain peut jouer un rôle pivot dans la mise en œuvre de la réforme structurelle. Pour les industries en surcapacité, nous allons essayer de contenir l'offre de terrain et pour les industries aux capacités insuffisantes, nous allons accroître celles-ci en conséquence. L'inventaire de biens immobiliers en Chine est en hausse. À la fin de 2015, le pays avait environ 720 millions de mètres carrés de surface commerciale à vendre. Au regard de l'inventaire important de biens immobiliers, nous devrions jouer un rôle plus grand et contrôler l'allocation de terrain pour contenir directement la situation. Le ministère adoptera une approche mixte alors qu'il essaie d'équilibrer le déstockage avec l'urbanisation des travailleurs migrants. Pour les villes et les villages qui assistent à une urbanisation rapide des travailleurs migrants et un important déstockage de biens immobiliers, nous allons accroître leur quota de terrain résidentiel. Économie toujours. Lundi a marqué en Chine la première journée de cotation des marchés sous la supervision du nouveau chef de l'autorité de régulation boursière, Liu Sheyu. L'indice composite de référence de Shanghai a bondi de plus d'1 point de pourcentage aux premières heures de l'ouverture de la bourse. La presque totalité de la carrière du nouveau chef de l'autorité de régulation boursière s'est faite au sein de la Banque centrale de Chine. Entre 2006 et 2014, il fut vice-gouverneur. C'est à la fin de ses fonctions publiques qu'il a rejoint la Banque agricole de Chine. La semaine dernière, son prédécesseur Xiao Gang a été démis de son poste de président et de chef du parti de la Commission chinoise de régulation des marchés financiers. Xiao Gang ainsi que l'institution dont il était à la tête ont fait l'objet de vives critiques après l'effondrement des marchés chinois l'été dernier, période au cours de laquelle plus de 20 000 milliards de yuan de capitaux se sont envolés. En janvier, l'organe de contrôle avait mis en place le controversé coupe-circuit, un système qui devait limiter la baisse des prix, mais qui a été immédiatement supprimé à la suite de colossales liquidations boursières. Santé à présent. Pouvoir recevoir des soins médicaux de qualité est un droit universel dans une société développée. Mais ce n'est pas encore le cas à Beijing, où certains hôpitaux ont été reconnus coupables d'entente avec des tierces parties. Ceci a suscité une controverse sur la distribution et l'utilisation de ressources médicales publiques. Cette jeune fille en pleurs a fait un long voyage jusqu'à l'hôpital de Gwanghwamun à Beijing pour se faire soigner une infection à l'estomac. En arrivant, elle a découvert qu'un rendez-vous qui coûte 300 yuan était vendu par des intermédiaires pour 4 500 yuan, 15 fois le prix officiel. Refusant cette solution, elle a passé 24 heures à faire la queue sans pouvoir obtenir de rendez-vous. Sa vidéo est devenue virale sur Internet. Beaucoup d'internautes se sont pris de sympathie pour cette jeune fille et ont avoué que ce genre de choses était courant. Les autorités ont pris acte et adopté de nouvelles mesures. À l'hôpital Tongzhen, spécialisé en ophtalmologie et en ORL, les rendez-vous sont organisés. Nous avons fixé un plafond. Une fois qu'il est atteint, nous organisons des rendez-vous pour ceux qui n'ont pas pu en prendre. Le quota pour le département ophtalmologique est de 700 personnes. Le reste des patients obtiendra un rendez-vous pour le jour suivant. Dans cette maternité de Beijing, il existe des mesures adaptées aux femmes enceintes. Celles provenant d'autres hôpitaux et souhaitant faire un bilan de santé n'ont pas à faire la queue.
La question fondamentale est l'adoption d'un système de soins multiniveaux à Beijing. D'ici la fin de cette année, nous allons annuler les rendez-vous non urgents dans les hôpitaux gérés par la municipalité et le gouvernement. Il s'agit d'une réforme majeure. Nous allons servir le peuple avec Internet et le téléphone. Nous allons former des gens qui aideront ceux qui n'ont pas pu obtenir de rendez-vous en ligne ou par téléphone. L'objectif est d'envoyer les personnes souffrant de maladies bénignes vers des établissements de niveau local afin de permettre aux personnes ayant des troubles graves d'obtenir les services dont ils ont besoin. Cette année, les médecins de rang supérieur cesseront d'accorder des consultations aux patients venant de l'extérieur et ne verront que les patients qui leur seront envoyés par d'autres médecins. Après 2 semaines de célébration du Nouvel An lunaire, la fête des lanternes a annoncé la fin de la période festive du Nouvel An chinois. À cette occasion, CCTV a diffusé un nouveau gala. À Taipei, on a accueilli le 27e spectacle des lanternes et enfin, un divertissement artistique chinois a été présenté dans plusieurs pays. Le gala de la fête des lanternes de CCTV avec ses chansons, ses danses et ses sketchs ne joue pas dans la même catégorie que le gala de la fête du Nouvel An diffusé lors du Réveillon. Il est cependant regardé dans de nombreux foyers chinois. Tradition oblige, certains numéros présentés lors de la fête des lanternes sont ceux qui n'ont pas pu être diffusés lors du gala du Nouvel An, faute de temps. D'autres performances sont telles des reprises du gala déjà diffusé. Le gala de la fête des lanternes sera diffusé ce lundi soir lors de la soirée traditionnelle, également appelée Petit Nouvel An. À Taipei, le spectacle annuel de la fête des lanternes a lieu pour la 27e année. Il s'agit d'un événement important pour la population locale et pour bon nombre de touristes. Des lanternes de toutes formes et toutes tailles sont visibles, mais celle qui domine les autres mesure 26 mètres et représente le roi des singes. Ailleurs dans le monde, c'est le spectacle artistique chinois baptisé Culture de Chine Festival du Printemps qui est présenté au Cap en Afrique du Sud, mais aussi à Sydney en Australie. Organisé et soutenu par le Conseil des affaires d'État de Chine, il met en avant des danses, des chansons traditionnelles, ainsi que des numéros acrobatiques. Depuis 2009, ce spectacle présenté à l'étranger a été vu dans plus de 200 villes de la planète. Il est d'ailleurs devenu une composante majeure des festivités du Nouvel An chinois pour les populations chinoises d'outre-mer, aussi bien que pour les populations locales. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans 2h30 pour une nouvelle édition. Excellente suite de programme sur notre chaîne.